Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pendant ce webinaire. Alors, on va vous proposer d'attendre quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. On voit que le nombre de personnes en ligne est en train de grimper. En tout cas, nous sommes ravis de passer ce temps avec vous pour parler de marque employeur et de e-réputation. Bonjour à tous. Alors, je vois que plusieurs personnes sont en train de se connecter. Très bien. Alors, en attendant que les dernières personnes se connectent, un petit mot pour parler de cette session. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, je m'appelle Marine Bernard, je suis consultante senior chez Great Place to Work. J'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Frédéric Picard du cabinet As-Avocat. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de marque employeur et de e-réputation. Et nous allons passer 45 minutes ensemble pour parler de ce sujet qui est passionnant et ô combien d'actualité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ainsi que vos commentaires. On prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Et vous avez déjà la possibilité de télécharger le support de présentation qui est sur la plateforme. Et dans tous les cas, vous le recevrez avec le replay à la fin de la session. Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, un petit mot pour nous présenter. Donc, comme je vous disais, donc, je suis consultante senior chez Great Place to Work. Et donc, du coup, j'ai la chance d'être accompagnée par Frédéric. Bonjour, donc Frédéric Picard, je suis le directeur du pôle contentieux au sein du cabinet As-Avocat, qui est un cabinet spécialisé en nouvelles technologies, et je remercie Marine de m'inviter à ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de dire un petit mot rapidement sur nos expertises respectives. Donc, Great Place to Work, vous nous connaissez, on est une référence mondiale sur l'expérience collaborateur, donc c'est-à-dire toute l'expérience qu'on vit en interaction avec son entreprise au quotidien. Nous accompagnons près de 600 entreprises en France par an pour devenir des environnements où il fait bon travailler. Et notre spécialité, ça va être vraiment nous concentrer sur l'évaluation de la confiance ressentie au quotidien. Et nous avons deux champs d'expertise qui sont très complémentaires. Le premier, ça va être sur l'expérience collaborateur et le fait d'aider les entreprises à se mettre en mouvement pour être des environnements où il fait bon travailler. Donc, par exemple, en les accompagnant dans la définition des objectifs, on propose des diagnostics qui permettent de se comparer au marché, d'analyser les résultats pour aboutir sur des plans d'action. Et le second champ d'expertise qui va être complémentaire, c'est sur la marque employeur, qui va être notre sujet du jour, pour pouvoir avoir une marque employeur qui soit attractive et alignée, et donc notamment en clarifiant sa promesse, en la valorisant, en activant des campagnes de communication, et même en mesurant l'impact qu'on peut avoir, notamment auprès des nouvelles recrues ou des candidats. Frédéric, si jamais vous souhaitez dire un petit mot sur Oui, donc c'est que pour moi la présentation est figée sur une page, mais c'est pas grave. Nous, notre cabinet, effectivement, on a un cabinet spécialisé en nouvelles technologies. On fait du droit de l'internet depuis plus de 20 ans, e-commerce. On a commencé avec le e-commerce, et puis l'e-réputation est venue avec effectivement l'émergence des sites internet, des plateformes et des réseaux sociaux. Donc, on a développé effectivement l'e-réputation de manière assez tôt, en lien effectivement avec le droit de la presse et le monde du digital. Et puis après, on intervient sur d'autres domaines, toujours dans les nouvelles technologies, l'IA, les fintech, les marketplaces qui ont aussi explosé durant la période Covid. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement du contentieux. Donc, c'est moi qui vais mener les petites actions à mener lorsque, effectivement, il y a des avis qui, malheureusement, dépassent un peu la liberté d'expression. Super. Un grand merci pour cette précision. Donc, notre sujet du jour est le suivant, de l'expérience collaborateur à la réputation en ligne, l'enjeu d'une marque employeur sincère. Pourquoi c'est un sujet essentiel aujourd'hui ? Parce que les salariés attendent aujourd'hui une vraie cohérence entre le discours que l'entreprise prône et leur quotidien vécu. Et les candidats sont particulièrement attentifs sur ce sujet-là. On va vous présenter quelques chiffres rapidement. Donc, vous avez notamment cette enquête de 2021 qui disait que 95% des candidats se renseignaient sur la réputation, les valeurs ou la culture de l'entreprise avant de postuler. Et ça va même un peu plus loin, puisqu'on voit avec cette enquête de 2022 qu'un candidat sur deux se disait prêt à refuser un poste dans une entreprise mal réputée, même avec un bon salaire.
Le problème, c'est que des fois, l'image projetée ne reflète pas la réalité. Et les nouvelles recrues le perçoivent très vite. Et ce décalage peut générer de la frustration et même se traduire en avis négatif en ligne. Et l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, donc tous ensemble, ça va être de parler, de traiter ce sujet pour voir comment on peut éviter les dissonances pour transformer les collaborateurs en ambassadeurs et non en détracteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne. On prendra un petit temps à la fin de chaque partie pour répondre au fil de l'eau et éclaircir les différents propos si besoin. Donc, la première étape, j'ai envie de dire, c'est déjà de réussir à aligner sa marque employeur aussi bien en interne qu'en externe. Alors déjà, la première question, vous me direz sûrement, c'est qu'est-ce que c'est la marque employeur? C'est très simple, c'est l'ensemble des avantages qui sont perçus lorsqu'on travaille dans une entreprise. Ça peut être déjà d'un ordre fonctionnel, donc par exemple, le plaisir que j'ai à exercer ma mission au quotidien. Ça peut être économique aussi, ça peut être lié donc, par exemple à la rémunération. Et enfin, psychologique, donc tous les avantages liés au sens du travail, à la reconnaissance ou à la fierté d'appartenance. Et dans un marché qui est tendu comme le nôtre, où il est difficile d'attirer et de recruter des talents, la marque employeur doit à la fois séduire, on est bien d'accord, mais elle doit aussi rester sincère. Et l'enjeu, ça va être de garantir cette cohérence entre ce qu'on promet à l'extérieur, donc tout ce qui va être de l'ordre de l'effet réputationnel, et ce que l'on vit, ce qu'on fait vivre réellement aux collaborateurs en interne, donc notamment concernant les valeurs de l'entreprise, les pratiques managériales ou les perspectives d'évolution. Et c'est bien cet alignement entre l'interne et l'externe qui va permettre de formuler une promesse employeur crédible, aussi bien portée en interne qu'en externe, mais qui est surtout bien incarnée au quotidien. Et chez Great Place to Work, nous accompagnons les entreprises pour garantir cet alignement-là. Donc notamment avec notre enquête, le Trust Index, qui permet de mesurer le niveau de confiance au sein des organisations. Et vous vous en doutez, c'est un indicateur qui est clé pour une marque employeur qui est crédible et cohérente. Donc, on propose de mener du coup ce diagnostic avec 60 questions qui reposent sur 3 piliers fondamentaux de la confiance. Le premier, c'est la relation que j'ai avec le management, en termes de crédibilité, de respect ou d'équité. Le second pilier, c'est la fierté que j'ai notamment vis-à-vis de mon travail au quotidien. Et le troisième, ça va être la relation avec mes collègues et la convivialité. Et pour notamment valoriser les entreprises où il y a un fort niveau de confiance, nous avons mis en place un programme de reconnaissance qui est structuré en plusieurs étapes. Donc le premier niveau, ça va être la certification, donc qui est attribuée aux entreprises qui obtiennent un certain seuil de réponse positive, donc au-delà de 65%. En moyenne, on a une entreprise cliente sur 2 qui arrive à décrocher la certification. Et ensuite, on choisit de mettre en lumière les organisations qui sont encore plus exemplaires, donc notamment avec notre palmarès annuel, donc des 100 meilleures entreprises en France, celles qui ont eu les 100 meilleurs résultats au cours de leurs enquêtes. On a également un palmarès sectoriel avec les 50 meilleures entreprises dans le secteur de la tech. Et enfin, on fait des focus sur les sous-populations, donc notamment sur les femmes, avec le Great Place Work for Women, qui va mobiliser différents critères de sélection, tels que la représentativité, la perception interne et les pratiques en termes d'égalité. Et ce label permet, comme d'autres moyens, d'augmenter l'attractivité de la marque employeur parce que ça rassure sur cet alignement-là. Par exemple, quelques chiffres très rapidement, on voit que 88% des collaborateurs des Best Workplaces, donc de notre palmarès des 100 meilleures entreprises en France, recommandent leur organisation. On peut comparer, ça représente que 57% des salariés français qui partagent ce point de vue. Donc on voit qu'il y a un vrai delta pour les entreprises qui ont choisi d'investir sur la confiance. Ça peut également avoir un levier sur le fait d'attirer de nouveaux talents. On voit qu'en moyenne, il y a 100% de candidatures par poste ouvert dans les entreprises Best Workplaces, donc celles qui font partie du palmarès, contre 31% pour les entreprises, contre 31 candidatures pour les entreprises qui ne sont pas labellisées. Donc tout ça pour dire que la certification est un moyen parmi d'autres qui permet d'ancrer du coup votre promesse employeur dans des faits bien concrets et d'assurer cette cohérence durable entre l'image qui est perçue à l'extérieur par le grand public, le client, les candidats, entre l'image qui est voulue, donc tout ce qui va être lié à vos ambitions RH et business, et enfin l'image qui est vécue par les salariés au quotidien et les nouveaux arrivants. Donc cette marque employeur alignée, c'est la première étape. Alors je regarde, est-ce qu'il y a des premières questions? Alors, tout à fait, j'en vois une. Clémentine. Bonjour, que pensez-vous de l'idée de demander à ses collaborateurs de publier des avis positifs sur des plateformes comme Glassdoor?
Et bien Clémentine, c'est super, vous anticipez les prochaines parties, on va en parler justement. En effet, on va notamment parler de l'ambassadorat, qui peut être un moyen de solliciter les collaborateurs, puisque, comme nous allons le souligner avec Frédéric, vous verrez que ça a beaucoup plus de portée que les messages institutionnels ou qui vont être plutôt corporate. Néanmoins, il y a des conditions pour, en effet, ça se fasse en maintenant cet alignement avec des messages spontanés, sincères et qui montrent bien la réalité vécue. Mais en tout cas, c'est une pratique qui est complètement viable et porteuse d'impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser, nous prendrons le temps de les répondre. En tout cas, nous allons pouvoir du coup enchaîner sur notre seconde partie. Donc, pour aller un peu plus loin, on peut engager les salariés, comme vous nous le suggérez, Clémentine, du coup, pour eux-mêmes participer à la marque employeur via la stratégie d'employee advocacy. Donc, qu'est-ce que c'est la stratégie d'employee advocacy? C'est très simple. En fait, c'est qu'on encourage les collaborateurs à devenir ambassadeurs de leur entreprise en partageant du contenu sur leur propre réseau. Et c'est une démarche qui est super puissante parce que ça permet de gagner en visibilité, ça inspire confiance et ça permet vraiment d'attirer des talents. Pourquoi ça marche? Parce que le contenu partagé par les salariés a beaucoup plus de portée et beaucoup plus impactant qu'un message porté de manière institutionnelle. Donc là, vous avez ce chiffre notamment qui est sorti de cette étude. Le contenu partagé par les collaborateurs reçoit 8 fois plus d'engagement que le contenu porté par les réseaux sociaux des marques. Quelques bonnes pratiques qu'on peut vous partager chez Great Place to Work parce qu'on a accompagné différents programmes justement d'ambassadorat. Déjà, c'est important de s'appuyer sur l'authenticité, c'est-à-dire d'éviter des discours trop corporate. Pour que ça fonctionne, il faut que le message adressé par les ambassadeurs soit personnel, soit spontané, soit sincère pour montrer que c'est un vrai message justement qui permet cet alignement entre ce qu'on prône à l'extérieur et ce qu'on vit, la confiance qu'on ressent en interne. La seconde bonne pratique, c'est d'identifier les bonnes personnes. Tous les collaborateurs ne sont pas à l'aise sur les réseaux sociaux. Et c'est OK, c'est pas grave. Il s'agit juste de repérer ceux qui partagent déjà du contenu et qui sont moteurs en interne. La troisième bonne pratique qu'on identifie auprès de nos clients chez Great Place to Work, ça va être de former les ambassadeurs et les accompagner pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, par exemple, en leur proposant des mini-formations ou des tutoriels pour les aider à prendre la parole en fonction des sujets, du ton à adopter, des formats ou des outils utilisés. Quatrième bonne pratique, ça va être de créer une dynamique régulière pour que ça vive dans le temps. Donc, notamment d'animer cette communauté d'ambassadeurs avec des contenus à partager, des temps d'échange, des rituels et pourquoi pas des challenges conviviaux. Cinquième pratique, valoriser l'engagement aussi bien en interne qu'en externe pour justement que ça perdure. Et enfin, dernière bonne pratique, mesurer et ajuster pour faire évoluer le programme, suivre ce qui fonctionne en termes de portée, d'engagement auprès des nouveaux candidats pour améliorer ce dispositif d'ambassadorat. Et aujourd'hui, il y a plein de choses très innovantes qui se font déjà sur l'ambassadorat. Donc, notamment des formats qui sont très variés et inspirants qui existent déjà. On vous en a partagé quelques-uns. Donc, par exemple, chez l'entreprise Au Bureau, la chaîne de restauration, ils ont publié sur leur site internet tout un ensemble de vidéos de collaborateurs. Donc là, vous avez un exemple notamment pour les métiers en cuisine qui partagent leur quotidien et qui permettent au final de mettre en avant l'entreprise avec leur expertise métier. On a un autre format chez Everteam, qui est une entreprise dans l'informatique, qui met en place des podcasts avec ses collaborateurs. Donc, c'est une autre façon de les mobiliser pour justement partager à l'externe leur vécu et leur expertise vis-à-vis de leur quotidien. Et on a enfin chez Noroto, donc une entreprise de l'automobile, des portraits de collaborateurs qui sont partagés sur les réseaux. Donc là, vous avez par exemple le portrait de Victor, qui est technicien-monteur, qui partage son quotidien, ses missions, ce qu'il aime dans son métier et ce qu'il a appris par exemple dans l'entreprise. Alors effectivement, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une démarche positive dans le cadre de l'ambassadorat. Et on a pu constater, nous, de notre côté, que la réputation d'une entreprise, elle est souvent liée à des critiques internes. Donc, faire onboarder les employés dans la communication peut effectivement être un vecteur positif dans les critiques qui peuvent être formulées au sein de l'entreprise. Et de notre expérience, nous, on a vu que les mauvaises réputations venaient souvent, soit de critiques internes, soit de fuite d'informations qui pouvaient être liées notamment à des failles de sécurité. Donc, nous, dans notre clientèle, on conseille régulièrement,
la sécurité de votre système d'information. Pourquoi? Parce que là, j'ai eu un cas récent d'une communication qui a été faite par un syndicat au sein d'une entreprise qui, en fait, avait récupéré l'intégralité des adresses email des employés et donc ils avaient communiqué vis-à-vis de tous les employés. Donc évidemment, certaines personnes n'étaient pas forcément pour ce syndicat et donc il y a eu des critiques assez vives. C'est pour ça qu'on recommande déjà sur votre système d'information à une certaine sécurité. Sinon, effectivement, ça peut créer des tensions internes au sein de votre entreprise. La deuxième chose, c'est la sensibilisation des salariés dans effectivement l'usage des réseaux sociaux, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. C'est pour ça qu'on recommande notamment effectivement la rédaction de chartes, que ce soit effectivement une charte, on va appeler ça un peu le guide de l'e-réputation, ou encore la charte informatique sur l'utilisation des moyens informatiques que votre entreprise met à disposition. Et la troisième chose, bien évidemment, c'est qu'il faut faire une veille sur effectivement l'intégralité des plateformes pour voir ce qui peut être dit vis-à-vis de votre entreprise. Et donc, si on passe à la slide suivante, je vous ai donné effectivement les quelques outils, j'en ai déjà parlé, c'est un guide des réseaux sociaux ou encore le guide des ambassadeurs ou encore la charte informatique. Et on se rend compte que les plateformes de communication publique sont accessibles à tous et que malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser. Et donc, il y a eu quelques exemples assez phares qu'on a pu voir il y a un certain nombre d'années maintenant. C'était l'exemple du slip français, où effectivement la communication des salariés avec le blackface et les cris de singe ont créé un buzz négatif énorme, avec une crise d'image très importante pour le slip français, ou encore le directeur marketing de Nocibé, qui en février 2019 a tenu des tweets racistes et islamophobes suite à l'annonce de la démission d'un humoriste. Et en fait, c'est là où on va essayer de distinguer entre la communication personnelle et la communication de l'entreprise. Et donc, ce guide de l'ambassadora, en fait, va permettre à l'entreprise de conseiller les salariés sur la manière dont ils peuvent communiquer. Et donc, c'est assez intéressant parce que vous avez le choix de pouvoir soit donner une liberté totale et donc onboarder les salariés dans la communication, comme l'a dit Marine, avec cet effet positif. Et puis, il y en a d'autres entreprises qui souhaitent avoir une communication totalement maîtrisée, avec une interdiction totale ou une communication très maîtrisée à quelques personnes. Et alors, bien évidemment, ce guide va permettre d'avoir des éléments de langage pour que les personnes puissent éventuellement s'exprimer ou pas. En ce qui concerne la charte informatique, ça va être plus lié à l'utilisation des outils que vous mettez à disposition, c'est-à-dire le matériel informatique. Et là encore, c'est pour prévenir éventuellement des usages abusifs qui peuvent être faits, notamment une consultation excessive de sites web, la consultation de sites interdits, l'usage de la messagerie professionnelle à des fins personnelles. Ça va également vous permettre de distinguer entre les usages personnels qui peuvent être faits et donc la mise en place de fichiers informatiques personnels au sein du système d'information de l'employeur, en mettant personnel ou pas. Donc, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais ça, c'est un sujet un petit peu annexe. Toute la difficulté va être de savoir, est-ce que je vais pouvoir rendre opposable l'ensemble de ces règles à mes salariés? Et là, effectivement, la charte informatique, par exemple, vous pouvez la rendre opposable, mais il faut passer effectivement par un avis du comité social et économique, déposer au greffe, communiquer la charte informatique à vos salariés. Tout ça va vous permettre de rendre cette documentation opposable. Une autre possibilité, c'est que vous l'annexez à votre contrat de travail ou alors à votre règlement intérieur. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir rendre opposable l'intégralité des règles, que ce soit d'utilisation
du matériel informatique ou de la communication. Et c'est en ça que ça devient intéressant, c'est que si vous avez effectivement une démarche positive, marque employeur, vous allez pouvoir effectivement rendre ces conseils applicables à toute votre entreprise et à tous vos salariés en disant, voilà, vous pouvez communiquer dans certaines conditions et si vous ne les respectez pas, et ça on va le voir après, vous allez pouvoir prendre des mesures disciplinaires derrière. En tout cas, merci Frédéric pour cet éclairage qui était passionnant. Avant de passer à la prochaine partie, je vois qu'on a une question dans le chat. Florence, à propos de Great Place to Work, est-ce toujours le même mode de cotation? Donc tout à fait, Florence, si vous voulez participer au programme de reconnaissance, vous allez participer, donc vous allez toutes les entreprises qui participent à ce programme répondent aux 60 mêmes questions. C'est issu d'un modèle qu'on a construit à partir des travaux de recherche et qui sont posées à toutes les entreprises dans tous les secteurs, quelle que soit la taille et quels que soient les pays. C'est une règle internationale. Et également, vont suivre cette règle d'avoir un minimum de 65% de réponses positives pour pouvoir assurer cette comparaison et c'est la robustesse du modèle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est-à-dire avec un questionnaire envoyé aux salariés, tout à fait. C'est un questionnaire qui permet de mesurer la perception des collaborateurs sur le niveau de confiance perçu, comme je vous disais, sur différentes relations avec le management, la question de la fierté, la convivialité. Voilà, mais c'est un questionnaire qui est basé sur la perception des collaborateurs en interne, tout à fait. Et qui est donc très exigeant et qui requiert notamment d'inscrire, au-delà de la question du label, une vraie démarche d'amélioration continue. Et donc notamment ça permet d'avoir un diagnostic et de mettre en place des plans d'action derrière. Y a-t-il possibilité pour l'employeur d'influencer les réponses des salariés? Alors c'est une très bonne question. Donc en effet, on a mis en place, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour éviter cet effet-là. On a un comité d'intégrité qui permet notamment, qui peut être saisi en cas de signaux d'alerte, notamment quand on a les réponses ouvertes. Il y a des possibilités d'écrire des verbatims. Donc, ça permet de voir, de se saisir et voir si dans quelle mesure, au final, ça peut influencer ou pas la certification. On a également des pratiques avec nos statisticiens qui permettent d'identifier les réponses atypiques, voilà, les éventuelles réponses qui ne sont pas forcément naturelles par rapport à ce qu'on voit d'habitude. L'enjeu, évidemment, c'est de ne pas influencer les réponses, d'inviter à répondre, mais de ne pas mettre de pression et que ce soit une démarche qui soit complètement facultative. Alors, Anne, bonjour. Vos questionnaires sont-ils adaptés aux entreprises de 60 salariés? Tout à fait, c'est tout à fait possible, Anne. L'idée, c'est que, comme je vous disais, c'est un modèle qui est basé sur plusieurs travaux de recherche qui permettent d'avoir des questions plutôt génériques qui touchent l'ensemble des salariés. Donc, on a des clients qui ont moins de 100 salariés, c'est tout à fait envisageable. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus de détails, ce sera avec plaisir. Je vous propose de passer à la troisième partie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu identifier avec Frédéric plein de bonnes initiatives, notamment pour développer une marque employeur alignée et également développer de l'ambassadora de manière la plus impactante possible. Mais parfois, même avec ces meilleures initiatives, les critiques en ligne peuvent surgir. Et l'enjeu, ça ne va pas être forcément de les éviter à tout prix, mais de comprendre quel impact elles peuvent avoir concrètement sur notre réputation. Parce qu'en effet, on perçoit qu'aujourd'hui, il y a une explosion des avis négatifs en ligne et on a identifié 3 grands facteurs qui peuvent expliquer cette libération de la parole en ligne. Le premier facteur, c'est qu'il y a une transparence accrue. Les entreprises ne contrôlent plus leur image comme avant. Aujourd'hui, voilà, toute information liée par exemple aux conditions de travail, au management, à l'ambiance réelle, au quotidien, ça peut être consulté, ça peut être diffusé en quelques clics et les collaborateurs deviennent des sources d'informations directes, souvent plus écoutés que les messages institutionnels au final. Le second facteur qu'on perçoit, c'est qu'il y a une vraie valorisation de la parole donnée aux employés. On identifie des plateformes sociales et d'avis telles que Glassdoor, LinkedIn, Indeed ou même X par exemple, qui ont remis les collaborateurs au centre du jeu en valorisant les témoignages de terrain qui sont considérés comme authentiques et fiables. Et ce changement de dynamique renforce la légitimité des salariés à parler de ce qu'ils vivent, ce qui influence fortement la réputation à l'externe. Et enfin, le troisième sujet qui va être complété par Frédéric, c'est le sujet de l'anonymat qui libère la parole. Donc, notamment, la possibilité de s'exprimer sans s'exposer encourage la prise de parole, notamment quand il s'agit de dénoncer des situations sensibles. Donc, il y a des comptes qui existent, par exemple, comme Balance ta Startup,
où l'anonymat est un levier puissant pour évoquer des expériences négatives sans crainte de représailles. Donc l'avantage de cette pratique-là, c'est que ça permet de faire émerger des problématiques qui sont longtemps restées silencieuses, mais ça peut aussi porter des risques en termes d'image et de réputation. Alors, effectivement, l'anonymat, c'est assez intéressant parce que en fait, ça a un peu un double visage. C'est-à-dire que ça permet une libération de la parole qui peut être dans un sens positif, c'est-à-dire on va dénoncer des pratiques. Et là-dessus, vous avez quand même notamment sur tout ce qui est dénonciation des pratiques mises en place par les entreprises, pratiques qui peuvent être nocives. Vous avez quand même tout le régime juridique lié aux lanceurs d'alerte qui protège effectivement l'anonymat des lanceurs d'alerte et qui est un vecteur normalement de dénonciation. L'autre visage quand même, c'est le défouloir. Faut pas non plus se leurrer. C'est que il y a beaucoup de personnes se cachent derrière le dit anonymat pour déverser toutes des propos qui peuvent être injurieux, haineux et autres. Et donc c'est là où on va rentrer un peu dans la liberté d'expression. Jusqu'où va la liberté d'expression ? Effectivement, la liberté d'expression, elle est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, celle des citoyens. Est-ce que l'anonymat qui découle est un droit ou est-ce que ça reste une impunité absolue? Ça va être une question auquel il va falloir essayer de répondre. Alors, l'anonymat n'est pas réellement un droit, c'est une sorte d'émanation de la vie privée. Et il y a toute une discussion aujourd'hui qui est faite pour savoir est-ce que finalement l'anonymat ne doit pas être levé dans de nombreux cas. Et donc tout ça est lié à savoir est-ce que les gens abusent ou pas de la liberté d'expression. Et lorsque vous avez des salariés qui parlent effectivement sur les plateformes, ils sont libres d'exercer leur droit de critique, ils sont libres de parler, et donc c'est là où ça devient effectivement une force, mais ils ne peuvent pas en abuser. Parce que s'ils en abusent, effectivement, à partir du moment où vous communiquez de manière publique, vous pouvez être sanctionné pour faute grave, voire faute lourde, s'il y a vraiment une intention de nuire qui se ressent derrière le propos. Et donc, aujourd'hui, le phénomène de l'anonymat augmente la communication. Et bien évidemment, les différents gouvernements s'en sont accaparés, et notamment notre ministre de la Justice récemment, Gérald Darmanin, qui a souhaité mettre en place une identité numérique contre les infractions graves, type narcotrafic, etc., cyberharcèlement aussi, ça va peut-être plus concerner l'entreprise, comme on a pu voir notamment chez France Télécom ou Orange. Et alors, toute la question est de savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'avoir une identité numérique? Est-ce que réellement il y a trop d'anonymat ou pas? En réalité, il y a déjà des moyens juridiques en place qui permettent de lever l'anonymat. La difficulté, c'est qu'elle est enfermée dans que les infractions pénales. C'est-à-dire que si vous subissez des propos qui vont dénigrer vos produits et services du fait de vos salariés, par exemple, vous ne pourrez pas, malheureusement, lever l'anonymat de la personne qui a tenu ces propos. Par contre, si effectivement ça relève d'une infraction pénale qui est punissable de plus d'1 an de prison, vous allez pouvoir obtenir un certain nombre d'informations. La deuxième étape, la deuxième difficulté, c'est que en général, ces propos sont tenus sur des plateformes qui sont bien souvent situées à l'étranger. Et donc, toute la question est de savoir est-ce qu'elles vont répondre aux demandes
des employeurs, d'obtenir une identification des personnes, ou est-ce qu'elles vont répondre aux autorités judiciaires françaises? Eh bien, pas forcément. Alors, au niveau européen, on a mis en place pour les très grosses plateformes le règlement européen appelé DSA, le Digital Service Act, qui oblige ces grandes plateformes à mettre en place des procédures de signalement. Mais pour les plus petites, type Glassdoor, parce que Glassdoor, effectivement, a été un moment très critiqué sur le fait que les commentaires qui étaient mis étaient éventuellement des commentaires fictifs ou abusifs. Et malheureusement, pour pouvoir aller toucher cette plateforme qui est située à l'étranger, c'était très difficile. Donc, il faut avoir en tête tout cet aspect-là dans on va dire, l'origine, ou en tout cas l'impact que peut avoir les avis, parce que pour en obtenir la suppression, ou pour savoir qui est réellement derrière cette communication, ça peut s'avérer assez difficile. Et là-dessus, il y a des actions judiciaires qui peuvent être mises en place, mais il faut regarder si le phénomène d'impunité n'augmente pas cette communication qui peut être faite, et notamment, c'est pas parce qu'on va lever l'anonymat, vous allez récupérer des données de connexion, type adresse IP ou autre. Malheureusement, la personne peut créer des faux comptes ou peut utiliser des VPN. Donc, c'est vrai qu'il y a éventuellement ce sentiment d'impunité et de liberté totale dans la communication, qui peut être un vecteur qui peut impacter effectivement la communication des gens sur les plateformes. C'est pour ça que réintégrer la communication et embarquer vos collaborateurs dans votre communication est un plus aujourd'hui, puisque vous allez mieux contrôler effectivement ce qui va être dit sur les plateformes. Et donc, effectivement, il y avait, enfin, Marine, je crois qu'on est sur la slide agir ou pas agir, c'est ça? Ou moi j'ai terminé. Ah bah super, parfait. En tout cas, merci, c'était passionnant sur ce sujet de l'anonymat et l'impact que ça peut avoir. En tout cas, comme vous l'avez bien souligné, Frédéric, ces avis en ligne, ça a un vrai impact sur la réputation et ça repense la manière de penser la communication. Ça peut toucher des sujets très sensibles, tels que la culture d'entreprise, les pratiques managériales, les conditions de travail. Voilà, on en lit souvent sur Internet, vous voyez ces différents sujets abordés. Et ce qui est impactant, c'est que ça a un poids. C'est pas juste symbolique. Il faut en moyenne entre 5 et 10 avis positifs pour contrebalancer un seul avis négatif. Et cet impact, il va être au sein des structures, donc notamment quand les avis mettent en lumière des dysfonctionnements qui ne sont pas traités. Ça peut avoir des conséquences qui sont très lourdes, aussi bien sur l'engagement des collaborateurs, sur la dégradation du climat interne. À terme, il peut y avoir du turnover et ça peut aussi réduire la propension des collaborateurs à faire l'employé advocacy, c'est-à-dire à se porter comme ambassadeur de l'entreprise. Mais au-delà de ça, il va y avoir des impacts qui vont être aussi en dehors des murs de l'entreprise. Ça peut également hésiter, des candidats peuvent hésiter à postuler, ça peut dégrader du coup votre attractivité d'employeur, ça peut dégrader votre image de marque, votre réputation, ça peut également fragiliser la crédibilité des investisseurs, des clients à l'externe, et à terme avoir un impact business qui soit tout à fait réel. Donc ces commentaires, pour résumer cette avant-dernière partie, c'est pas juste une nuisance, ça peut être aussi des signaux faibles qui peuvent devenir très forts si on les ignore. Et l'enjeu, ça va être surtout de plutôt de les redouter, de savoir comment est-ce qu'on peut les anticiper, les comprendre pour en tirer parti et notamment comment les gérer. Alors, je regarde au niveau des questions, je vois qu'on en a plusieurs. Pouvez-vous nous envoyer le support? Donc, en effet, Dominique, vous aurez le support. Il est déjà inclus. Vous pouvez le télécharger dès à présent, mais vous le recevrez avec le replay à l'issue de la présentation. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je me permets d'avancer pour pouvoir vous présenter l'ensemble du contenu. Comment gérer du coup ces critiques en ligne? Chez Great Place to Work, on vous propose 2 grandes pratiques. Déjà, c'est de les prévenir avant le départ, donc prévenir grâce à un entretien de départ. Cet entretien, s'il est bien mené, c'est une occasion précieuse pour recueillir un feedback à chaud et dans un cadre apaisé et éviter qu'il soit
déployés sur les réseaux sociaux. Donc 4 bonnes pratiques pour mener un entretien de départ, ça va être déjà de récolter les retours à travers d'entretiens ou de questionnaires structurés. Ça va être aussi d'analyser les tendances, voir s'il y a des sujets récurrents qui reviennent pour voir de quelle manière on peut se positionner, d'agir en interne avec des mesures concrètes et enfin de prévenir en ajustant vos pratiques et en fermant les angles morts. Également, il est possible, vis-à-vis de certains commentaires, de transformer la critique en axe d'amélioration. Donc un commentaire négatif n'est pas forcément une attaque. Dans certains cas, ça peut être un signal d'alerte ou une opportunité de progresser. Et là, ça va toucher à la culture de feedback de l'entreprise. Donc différentes bonnes pratiques qu'on vous partage pour pouvoir traiter ça. Déjà, ça va être d'identifier les commentaires qui méritent une attention particulière. Comme disait Frédéric, il y en a qui portent uniquement sur de la haine ou sur de l'exposition sur Internet, et là, malheureusement, on rentre pas dans cette catégorie-là, mais certains peuvent être fondés et constructifs. Et là, ça peut être un signal faible et qu'on peut saisir pour améliorer les processus internes. À partir de là, vous pouvez analyser les causes réelles derrière ces critiques-là, gérer des retours difficiles avec professionnalisme et empathie, donc sans les nier, mais sans surréagir pour autant. Et enfin, transformer ces critiques en plans d'action concrets qui sont visibles en interne, qui une fois ont été traduits en plan d'action, pourront être valorisables en externe une fois que les preuves auront été menées. Quelques pratiques pour certains commentaires, pour gérer certains commentaires. Néanmoins, Frédéric, vous nous disiez qu'il y avait également des recours juridiques qui peuvent être utilisés. Oui, alors tout à fait. Alors c'est bien parce que Marine vous a exposé les actions en interne qu'on peut mettre en œuvre. La difficulté, c'est qu'il faut parfois aussi prendre des actions en externe et savoir si on agit ou on n'agit pas. Qu'est-ce qu'on fait et quels sont les risques derrière. Et malheureusement, on a pu voir des exemples de risques et de buzz négatifs, ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand, parce que c'était lié à un procès qu'elle avait intenté en 2003 suite à un cliché aérien qui avait été fait au-dessus de sa villa. Le cliché avait été consulté 6 fois. Et quand il a été annoncé qu'elle avait fait une procédure judiciaire, ça a provoqué 420 000 vues. Donc, effectivement, il y a cet effet Barbara Streisand qu'on appelle aussi effet boomerang ou encore effet boule de neige. Est-ce que on va répondre ou pas? Est-ce qu'on va pas amplifier cette mauvaise réputation? Ça a été le cas notamment dans l'affaire Plus belle la vie, où il y a une petite dame qui était fan et qui avait sa page Facebook. Et en fait, elle a été poursuivie par Plus belle la vie parce que elle utilisait incidemment la marque de Plus belle la vie. Et donc Facebook avait supprimé la page, donc elle a mené une action pour dire écoutez, moi je veux récupérer ma page et puis j'attaque Plus belle la vie aussi parce que vous m'avez causé un préjudice. Et donc Plus belle la vie, elle a dit non, vous faites une contrefaçon de ma marque. Donc, c'est vous qui me devez de l'argent. Alors bon, l'histoire dit que le tribunal a rejeté les actions en contrefaçon de Plus belle la vie en disant qu'il n'y avait pas un usage de sa marque dans la vie des affaires. Mais par contre, le tribunal a dit Facebook a été légitime à supprimer ce contenu parce qu'il pouvait apparaître comme manifestement illicite. Et c'est là aussi où il y a le rôle des plateformes qui rentre en jeu. Parce que les plateformes ont un rôle d'hébergeur. Ils ne sont pas éditeurs du contenu, c'est pas eux qui sont directement qui mettent le contenu. On les appelle des hébergeurs. Et donc il y a des canaux de signalement qui sont mis en place, comme je vous l'expliquais. Et donc les plateformes doivent apprécier à savoir est-ce que c'est du contenu illicite ou pas. Et donc, pour revenir au débat, est-ce qu'on agit ou on n'agit pas? Tout ça, ça va être lié à la communication que va faire l'entreprise et aux différents moyens qu'elle peut avoir à disposition. Et donc, lorsqu'on va sur la slide après, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de publication sur Internet? Vous avez la méthode soft qui consiste effectivement à répondre tout simplement. Vous exercez votre droit de réponse. Vous allez communiquer de manière positive et essayer d'éteindre le feu de cette façon-là. Après, si les propos sont particulièrement virulents, qui sont dans un contexte qui mettent en péril réellement l'image de la société,
Vous allez bien évidemment tout d'abord orienter vos actions contre l'auteur du propos. D'accord? Parce qu'il faut toujours commencer par l'auteur du propos. Et donc, va se poser la question de l'anonymat ou pas. Est-ce qu'on va lever l'anonymat? Dans ce cas-là, on va faire une demande directement auprès de l'hébergeur, par requête, par décision judiciaire ou pas. Vous allez également tenter d'obtenir la suppression du propos par ces canaux de signalement. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez faire une notification illicite par courrier d'avocat. Et puis, le cas extrême, c'est-à-dire que si ça va réellement partout, vous pouvez tenter d'obtenir le blocage de sites via les fournisseurs d'accès Internet. Et puis après, vous avez toutes les actions judiciaires que vous pouvez mettre en œuvre s'ils ne s'exécutent pas suite à vos demandes simples. C'est-à-dire que vous allez faire des référés suppression ou encore des actions en justice qui vont être liées aux différentes qualifications que vous allez mettre en œuvre. Et donc ces qualifications vont être soit ça va rentrer dans les infractions de presse, donc ça va être de la diffamation ou de l'injure. Donc ces diffamations de presse, il faut aller très vite parce que malheureusement, elles sont prescrites au bout de 3 mois, c'est-à-dire qu'à compter de la publication du propos, vous avez 3 mois pour agir. Après, ça tombe dans la liberté d'expression. Donc la diffamation, effectivement, c'est imputé, c'est une allégation ou une imputation de faits précis qui est de nature à mettre en cause votre honneur ou votre considération. Les injures, c'est des invectives. Bon, on voit très bien ce que ça donne sur Internet, il y en a tous les jours. Hein. Et ça, effectivement, ces infractions-là, il faut aller très vite. Et en dehors de ça, vous allez aussi éventuellement, et là, vous n'êtes plus enfermé dans un délai, mais vous allez être, parce que ça va être un délai de 5 ans, c'est sur d'autres infractions, mais qui sont plus civiles. Donc, on ne va pas pouvoir jouer sur la levée d'anonymat qui sont uniquement liées aux infractions pénales. Vous allez être sur le dénigrement, donc là, ça concerne vraiment vos produits et services. Vous allez être sur éventuellement une atteinte à la vie privée ou encore des usurpations d'identité numérique, droit à l'oubli, ce genre de choses. Et donc, tout ça, ça démontre réellement que lorsque vous avez un avis négatif contre vous, la première chose à faire, c'est analyser ce propos pour savoir sous quelle qualification juridique elle entre, parce que de là va découler l'ensemble des actions externes que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, Marie, sur cet aspect-là. En tout cas. Vas-y. Non, je vous en prie. Non, moi, c'était parfaitement clair, en tout cas, et un grand merci. Et on peut finir, du coup, cette présentation sur ce sujet de la qualification juridique des propos, qui est tout à fait central dans ce que vous venez de nous partager. Un petit chiffre pour conclure. En effet, on voit qu'une réponse bien gérée, un avis négatif peut améliorer de 70% l'image perçue de l'entreprise. Et comme vous l'a partagé Frédéric, du coup, avoir en fonction à adapter en fonction du propos porté et donc en fonction des moyens qui peuvent être mobilisés. Et donc effectivement, parmi nos missions, c'est ce que je vous ai indiqué. Nous, on intervient beaucoup sur l'anticipation pour une meilleure protection. Donc, on va effectivement gérer les règles liées au RGPD, la gestion des données à caractère personnel, la sécurité informatique, les chartes de bonne conduite, vos conditions générales, vos mentions légales, des audits de conformité aussi, la protection de vos marques, parce que parfois, ce sont des droits, en tout cas des titres qui vous permettent d'agir contre certaines personnes. On va essayer aussi d'aller dans le dialogue, le droit de réponse, voire la suppression. Donc, ça va être lié effectivement aux négociations amiables, notification de contenu illicite, ce genre de choses. Et puis après, les actions judiciaires directement avec cette qualification des faits, l'identification des acteurs et puis les actions en responsabilité. Voilà ce qu'on peut proposer en termes de stratégie irréputationnelle.
Merci, c'est passionnant. Je vois qu'on a une question qui est destinée pour vous, Frédéric, une question de Carole, avec un cas concret. Nous avons eu un salarié qui republiait sur LinkedIn des posts avec des messages subliminaux sur du management par rapport aux responsables, etc. Liberté d'expression, ok, mais comment aider et gérer des personnages de ce style? Alors effectivement, c'est toujours délicat parce que vous êtes dans dans la zone grise, j'ai envie de dire. Il n'y a pas réellement, a priori, d'infraction de ce que je comprends. C'est pas de la diffamation, c'est pas de l'injure, c'est pas de l'usurpation, c'est pas du harcèlement. Mais donc ça reste un propos qui rentre dans la liberté d'expression. Après, toute la ça va devoir se gérer malheureusement en interne. Donc, soit vous mettez en place effectivement un guide de conduite d'ambassadora et vous le rendez opposable, ce qui va vous permettre éventuellement d'exclure cette personne dans la communication de l'entreprise et éventuellement commencer à pouvoir mettre des avertissements. Soit effectivement, il faut discuter avec elle, malheureusement, et tenter de gérer en direct avec elle pour voir ce qui peut être fait ou pas. Et puis, sinon, dernier moyen, j'ai envie de dire, dernier levier, c'est de tenter d'essayer de raccrocher son propos à une infraction ou en tout cas une tentative d'infraction, d'influence ou de harcèlement pour pouvoir lui envoyer un courrier en bonne et due forme pour qu'elle supprime les dits propos et qu'elle cesse ses agissements. Ça, c'est plus délicat. Merci beaucoup. Une dernière question et nous pourrons clore cet échange. De Marion, existe-t-il des outils qui peuvent nous aider à analyser une publication problématique? Alors, non, malheureusement, on a encore le cerveau humain qui marche pour ça. Les IA ne sont pas capables de qualifier de manière précise les dits propos, et ce d'autant plus que les juridictions sont, en tout cas à Paris, sont très très fines dans l'appréciation de ce qui est une diffamation et une injure. Que les règles sont très strictes, donc on peut vite, malheureusement, même en tant que entreprise, son action peut vite échouer si on ne prend pas toutes les précautions. Et c'est vrai que c'est très très fin comme analyse, donc les IA n'y sont pas encore, et il n'existe pas d'outils qui permettent de cette qualification. Par contre, vous avez des outils effectivement de veille qui vont permettre de faire remonter les différents commentaires ou avis qui peuvent être négatifs sur l'entreprise. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Un grand merci, Frédéric. C'était passionnant comme échange. Merci à vous. Comme je disais, donc vous allez recevoir ce support à l'issue de la présentation avec le replay. Vous avez notamment nos coordonnées à la fin. Si jamais vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à nous écrire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir.